Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Conversation avec la MSA en partenariat avec Nustank Agro. Chaque matin au sein de l'agriculture, nous croisons le regard politique et le regard social sur les grands enjeux du secteur agricole. Ce matin, nous nous penchons sur la formation initiale et continue. Pour en parler, nous accueillons Géraldine Bagnier, députée Les Démocrates de Mayenne, et François Serpeau, premier vice-président de la Caisse centrale MSA et administrateur de la MSA Picardie. On commence tout de suite avec le regard politique. Géraldine Bagnier, vous êtes rapporteure d'une mission flash sur les leviers de l'enseignement agricole avec l'ambition de produire autrement. Avant d'entrer dans le détail des mesures, pouvez-vous nous rappeler l'objectif général de cette mission flash et le constat sur lequel elle s'appuie ? Alors, c'est une mission que Rodrigo Arenas, député LFI de Paris, a proposée. Donc, moi, on m'a proposé de rejoindre ce sujet des leviers pour enseigner à produire autrement. Ça va permettre de faire le bilan de ce qui est mis en place depuis 2014 avec Sébastien Le Foll, donc, qui a introduit l'enseignement de l'agroécologie. En fait, comment répondre aux problèmes de transition, à l'adaptation au changement climatique, à ce sujet de l'agriculture raisonnée. Il y a eu plusieurs plans, donc il y a un plan tous les 4 ans. Et le plan enseigner à produire autrement numéro 3, troisième version, va arriver en septembre 2026. Donc c'est le moment pour la Commission des affaires culturelles de regarder un petit peu quel en est le bilan, quelles sont les difficultés, quelles sont les réussites, et puis qu'est-ce qu'on peut effectivement proposer pour que les choses se passent au mieux pour cette élaboration de l'EPA 3. Et parce qu'on sait qu'évidemment, le sujet de l'installation en agriculture est fondamental. Le sujet de cette transition est aussi fondamental. Mais comment est-ce qu'on fait aussi pour que l'ensemble des objectifs soient cumulés, c'est-à-dire la transition certes, mais aussi la rémunération des agriculteurs. Moi, je suis fille d'agriculteur, donc j'apporte à cette mission flash peut-être le regard le plus près du terrain par rapport à mon collègue, et on va partager autour de cette mission aussi des visions de l'agriculture qui peuvent être différentes. Et ça, c'est aussi intéressant. Alors justement, on parle beaucoup de produire autrement. Encore faut-il voir ce que cela signifie concrètement dans les programmes. Vous en avez parlé d'agroécologie, aussi de performance économique. Est-ce qu'il y a une hiérarchisation justement des objectifs et des leviers à actionner dans ces programmes ? Oui, alors moi tout de suite, je ne connaissais pas le enseigner à produire autrement. Je suis une professeure qui vient du second degré, donc j'ai découvert enseigner à produire autrement. Je dirais que comme fille d'agriculteur, il faut d'abord produire. On a une baisse du nombre de producteurs en France, et c'est vrai que le premier message que disent les agriculteurs, c'est est-ce qu'on aura demain assez d'agriculteurs pour produire ? Et c'est vrai que c'est un sujet. Alors vous parlez de choix entre finalement le côté économique ou environnemental. Je dirais, on ne peut pas choisir. Il y a le côté rentable pour l'agriculteur, c'est le premier objectif. Il doit vivre de sa ferme, il doit faire vivre une famille. Il fait vivre énormément de monde autour de sa ferme. Et donc la première chose, c'est la rémunération. Évidemment, l'adaptation au changement climatique, l'agriculture raisonnée, parce que c'est un choix politique pour notre pays. On a la meilleure agriculture du monde et on doit le rester. Et puis, troisième chose, l'humain. C'est-à-dire, il y a les conditions de travail qui sont liées. Moi, j'ai vu pendant les auditions, c'est vrai que les agriculteurs disent parfois, c'est très bien l'agriculture raisonnée, l'agroécologie, mais est-ce que ça va me demander plus d'heures de travail sur mon exploitation ? Donc les conditions humaines aussi sont fondamentales, les conditions de travail, pour qu'on ait demain des jeunes qui s'installent. Donc les trois sont importants. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans vos travaux ? Est-ce que c'est le manque d'innovation technologique ? Est-ce que c'est le manque de moyens ? Moi, je dirais que le manque de moyens, ça a été souligné par l'agence phare qui fait le bilan. Effectivement, il y a peut-être un sujet de moyens. Mais ce que je vois pour l'instant, moi, c'est un monde agricole qui est au cœur de contradictions, d'injonctions contradictoires. Et ça, on le sent. Alors, on peut avoir parfois l'impression de silo. Si vous voulez, les agronomes sont sur l'agroécologie, comment faire une agriculture raisonnée. Et puis, vous allez avoir les producteurs qui, eux, sont quand même dans l'idée de produire, de répondre à la demande du consommateur, qui lui-même est double. C'est-à-dire, il y a le paradoxe du consommateur qui veut manger sain, une alimentation saine, mais parfois qui veut une alimentation pas chère. Et c'est parfois difficilement compatible. Ou alors, il doit apprendre à cuisiner avec des produits simples pour que ça lui coûte pas trop cher. Donc, en fait, on est dans un milieu où les injonctions sont contradictoires, et ça se ressent sur l'EPA, puisque parfois, on a l'impression aussi qu'il n'y a pas forcément assez de collaboration
Notamment, alors les agriculteurs me disent, bah oui, nous on n'est pas forcément au courant de l'EPA, on n'a pas forcément été associés, les syndicats. Alors je pense qu'ils l'ont été, mais peut-être pas suffisamment. On ne peut pas aussi écarter les industriels. Le sujet il est global en fait. Et on peut pas, il faut que les agronomes travaillent avec les producteurs. Donc tout ce lien qu'on doit avoir entre les acteurs pour avoir quelque chose de cohérent et de clair, il doit être renforcé, je pense. Alors une stratégie nationale pour enseigner à produire autrement, c'est une chose. La réalité des parcours, c'en est une autre. C'est ce que nous allons maintenant voir avec la MSA. Je me tourne vers vous, François Serpeau. Comment la MSA accompagne-t-elle les jeunes et les actifs tout au long de leur parcours? Alors, la MSA est d'abord un organisme de protection sociale dans sa dimension de mission de service public. Notre mission est d'abord d'apporter la protection sociale dans le monde agricole, dans la grande famille rurale et agricole au sens large. Par contre, on a un rôle fondamental. La mission de la mutualité sociale agricole, c'est la prévention. C'est la prévention et dès lors qu'on parle d'installation, dès lors qu'on parle de salariat dans le monde agricole, eh bien le premier travail, nous, c'est de porter les actions de prévention et de les porter les plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on va intervenir déjà dans les lycées agricoles, qu'ils soient privés ou publics. Nos préventeurs se déplacent, mettent en place déjà les plans de prévention. On explique dès le plus jeune âge. Et on sait que dès lors que l'on explique dès le plus jeune âge les mesures de prévention, au moins on aura d'accidents après. Donc c'est le premier temps. Et ensuite, après, dans des temps dédiés à la préinstallation, comme le temps des 21h, etc., notre rôle est là de venir expliquer ce qu'est la protection sociale agricole, ce qu'est les garanties que l'on apporte. La mutualité sociale agricole, c'est l'amortisseur social en cas de crise, et Dieu sait si aujourd'hui nous connaissons beaucoup de crises. Et donc notre rôle, c'est d'accompagner dès le départ, dès les formations agricoles, ces jeunes qui s'installeront ou deviendront salariés de l'agriculture. Est-ce que la formation continue ou initiale est à la hauteur aujourd'hui des transformations climatiques, économiques ou réglementaires, ou est-ce qu'elle reste sous-utilisée? Vaste sujet, vaste sujet. Je pense que l'agriculture a fait beaucoup. L'agriculture a cette culture, c'est dans l'ADN. L'alternance est dans l'ADN de l'agriculture. Le travail de terrain est dans l'ADN. Dès le départ, on travaille à la fois sur le terrain et à l'école, et y compris dans les écoles d'ingé. Pour moi, l'alternance, elle commence. L'alternance n'a pas de seuil. On pourrait même dire qu'un médecin, un jeune médecin est en alternance. C'est de l'alternance. Donc aujourd'hui, l'agriculture a fait beaucoup, travaille beaucoup là, parce qu'elle a des problèmes de main-d'œuvre. On cherche beaucoup de main-d'œuvre, que ce soit des main-d'œuvre saisonnières, que ce soit des main-d'œuvre qualifiées. Et donc oui, l'agriculture montre l'exemple. Mais on a encore beaucoup à faire. On a encore beaucoup à faire. Alors vous êtes président d'un lycée privé de 2800 élèves et vous-même issu de la formation professionnelle. Donc, est-ce que notre système valorise-t-il suffisamment les parcours non académiques? On pourrait parler. Alors j'aime bien le terme de parcours non académique. À mon niveau, je parlerais plutôt de parcours atypique. Aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on peut peut-être reprocher à notre système, alors je vais peut-être écarter dans un premier temps l'agriculture, mais on peut peut-être reprocher à ce système qui est très, très axé sur le diplôme. Je dois avoir un diplôme pour. Oui, ok. Je pense qu'on peut aussi réussir de façon différente, par la formation professionnelle, tout au long de la vie. Et tout au long de la vie. C'est-à-dire que même si on a un jour, que l'on ait un CAP ou que l'on ait un bac plus 5, qu'on ait une thèse, on a besoin de se former tout au long de la vie. On a besoin d'apprendre, on a besoin de continuer à apprendre, de continuer à travailler. Le rôle des entreprises est majeur. Le rôle de la formation initiale est fondamental parce qu'on doit avoir les bases. Et puis après, on doit travailler pour continuer à se former, à apprendre. Parce que aujourd'hui, quand on pratique un métier depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et peut-être même en agriculture, quand on conduit des machines, quand on pilote des choses, quand on conduit des cultures, le métier évolue. On parle de crise technologique, on passe de crise climatique, les métiers évoluent, l'utilisation des produits évolue. Donc oui, on doit se former tout le temps. Et on doit travailler là-dessus, c'est important. La mission que vous menez, Madame la députée, est importante parce qu'elle
porte l'accent sur ce besoin de formation que nous avons. Il faut peut-être sortir un peu du côté France bashing, où ce qu'on fait n'est jamais bien. On a une base qui est solide à nous, qu'on soit des deux côtés de la table, à faire évoluer cette machine, et la mission qui est en train d'être menée est très importante là-dessus. Alors améliorer la formation initiale et continue, c'est indispensable, mais encore faut-il attirer. Et je vous propose maintenant un dialogue croisé sur l'attractivité. Il y a un an, la Direction générale de l'enseignement et de la recherche parlait de la nécessité de créer un choc d'attractivité des métiers d'ingénieur agronome, avec l'ambition de recruter 30% d'ingénieurs agro en plus à horizon 2030 par rapport à 2017. Pourquoi, malgré les enjeux climatiques et alimentaires majeurs, l'agriculture peine-t-elle encore à séduire certains talents ? Madame la députée. Alors peut-être qu'il faut donner une image positive de l'agriculture. C'est vrai que c'est un milieu qui souffre quand même beaucoup d'agribashing. Et donc il faut... alors on a voté dans le PLOA notamment le fait que les enfants dans les écoles primaires puissent aller voir des exploitations agricoles dès le plus jeune âge. Parce qu'il faut qu'ils comprennent comment se fait l'alimentation. Je crois qu'il y a eu un décrochage. Il y a une partie de la population qui est complètement plus en lien du tout, ni avec la nature, ni avec les producteurs. Et c'est un lien qu'il faut retisser parce qu'on n'aura pas les personnes, pas les salariés nécessaires en agriculture ou les ingénieurs aussi. On n'aura pas le personnel nécessaire si on n'éduque pas à garder ce lien avec la nature, avec les producteurs, à savoir ce qui se passe, comment on produit l'alimentation. C'est un sujet majeur et c'est vrai que je crois que ça commence par là en fait. Je partage le point de vue de Madame la députée. L'agribashing devient absolument insupportable. Comment voulez-vous attirer des jeunes dès lors qu'au quotidien, à longueur de journée, on vous rabâche que c'est pas bien de faire ci, c'est pas bien de faire ça, c'est compliqué de faire ci. Et puis, globalement, est-ce qu'on n'est pas naturellement pollueur ? Non, arrêtons. On sait que l'agriculture française mène un énorme travail sur elle-même. Et elle mène un énorme travail sur elle-même. Donc, à un moment, attirer des talents, c'est ça. C'est dire, venez montrer ce que vous savez faire. Et je pense qu'il n'y a pas qu'au niveau de l'ingénieur agronome. On a besoin de talents. Dès le départ, on a besoin de talents dans la production agricole, dans les entreprises du paysage. On a besoin de techniciens dans l'élevage, parce que c'est le travail du vivant. L'agriculture est le travail du vivant. Et travailler le vivant, c'est noble. Travailler avec du vivant, c'est noble. Je pense qu'il faut peut-être réinsister là-dessus. Je veux dire, on est tous, et moi le premier, j'ai un métier en col blanc, j'ai un métier, c'est très bien. Sauf que travailler avec du vivant, c'est un métier noble, c'est un métier qui est éminemment respectable, que l'on travaille d'un bout à l'autre de la chaîne. Et ça, on doit pouvoir le répéter, c'est notre responsabilité aussi de le dire, de le répéter, d'être fiers de notre agriculture. Et dès lors que nous serons fiers de notre agriculture, on pourra dire, mais oui, à nos enfants, à d'autres, mais oui, allez travailler là. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a des formations, et en plus il y a du travail. Oui, bien dire aussi que l'enseignement agricole, c'est une réussite. En fait, même pour des urbains, ils n'ont pas forcément le lycée agricole juste à côté, mais en allant en internat, on a possibilité d'avoir un métier derrière sans problème. C'est une des filières qui insère le mieux, et donc c'est vraiment un message à faire passer aussi. Il y a des réussites en agriculture. Et puis, l'agriculture est tellement vaste. Aujourd'hui, on ne focalise pas l'agriculture sur un seul métier. Les métiers du vivant, c'est la production agricole, mais c'est l'élevage, c'est les chevaux, c'est le machinisme agricole. Enfin, il y a tellement de débouchés dans ces métiers-là, tellement d'offres de formation par les maisons familiales et rurales, par les lycées agricoles, par les établissements publics qui vont faire toucher du doigt d'entrée la production. Combien d'établissements publics ont des fermes à côté pour faire travailler, ont des fromageries. Moi, j'ai en tête un lycée agricole que je connais dans le nord de la France qui a sa propre fromagerie. Donc, on touche au vivant. Et dès lors, comme vous le dites, Madame la députée, il y a des débouchés considérables. Alors, vous avez souligné le problème d'image. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de modèle économique pour attirer ? Bien sûr, c'est le premier. Alors moi, je suis fille d'agriculteur. Je sais que le premier objectif d'un agriculteur, c'est d'avoir une rémunération correcte parce qu'il passe beaucoup de temps. Alors aujourd'hui, ils ont quand même des conditions de travail où ils demandent aussi à travailler un peu moins, à partir en vacances, ce qui est tout à fait normal.
Et il est vrai que la rémunération, c'est le premier objectif, c'est la première chose qui doit tourner. Donc on doit aussi former des gestionnaires, des gens qui savent gérer leur système. Et c'est là où enseigner à produire autrement, il faut que l'agroécologie soit au service d'une réussite, d'une rentabilité. Et c'est là où parfois c'est compliqué parce que par exemple, les fermes de démonstration qu'on a dans les lycées agricoles, on voit qu'elles ne sont pas toujours rentables. Alors peut-être qu'on n'a pas à leur demander d'être rentables parce que ce sont des fermes de démonstration. On va mettre en place des choses qui doivent montrer la voie du futur quelque part. Mais il y a ce sujet de la rentabilité, il est là. Et on ne peut pas en faire abstraction. Et c'est vrai que c'est une des complexités qu'on va voir avec l'enseigner à produire autrement. C'est aussi partir du système que va construire le jeune. C'est là où le PEA3 doit donner plus de parole à l'apprenant, c'est-à-dire quel va être son système agricole à lui, quel va être son choix et comment est-ce qu'on l'accompagne dans son choix à lui, qui va permettre une rentabilité. Donc voilà, c'est un vaste sujet. C'est dans cette approche-là aussi que la mutualité sociale agricole trouve tout son sens. Parce que, comme on dit, aujourd'hui, un agriculteur, il a le droit au répit. Il a le droit de mener une vie de famille et une vie professionnelle. La MSA a porté dans le projet de loi de finances et dans la loi de finances l'accès au congé de parentalité, qu'on soit père ou mère, la possibilité de pouvoir prendre des vacances, la mise en place des services de remplacement, l'accident de la vie. La MSA intervient aussi dans un accident de la vie, malheureusement. Un accident du travail, un décès. On sera toujours un jour aidant ou aidé. Donc le rôle social de la MSA trouve son point d'orgue là, dans l'accompagnement de l'exploitant qui vient de s'installer ou du salarié qui travaille dans une exploitation ou dans une coopérative. Et effectivement, notre rôle est là aussi. C'est aussi un des rôles de la MSA d'accompagner tout au long de la vie. Alors face aux écoles de commerce numérique, aux startups, comment rendre l'enseignement agricole désirable et ambitieux ? Alors, je pense qu'il faut communiquer dès le plus jeune âge parce qu'on a oublié que c'est le plus beau métier finalement que de nourrir les autres. Et ça montre bien qu'on est quand même en crise parce que qui va imaginer qu'agriculteur aujourd'hui est le plus beau métier ? Nous, enfants d'agriculteurs, on le sait. Parce qu'on sait que nourrir les autres, c'est la plus belle mission qui soit. Moi, j'étais en plus devenue professeure, j'ai toujours tendance à dire que c'est les deux plus beaux métiers. C'est dans la transmission et on est tourné vers les autres, puisqu'on s'occupe, il n'y a rien de plus beau que de nourrir les autres. Donc il faut rappeler cette évidence-là, et il faut rappeler qu'on va avoir besoin de bras, parce que c'est bien joli d'avoir un consommateur qui veut une alimentation saine. Alors on dit on va mettre en place des technologies innovantes, du matériel pour qu'on produise sainement. Mais attention, si on fait une agriculture bio, on sait qu'elle demande plus de bras. Et on a moins de bras en agriculture. Il y a un truc qui ne va pas dans notre société. Donc, faire appel aux consommateurs, c'est dire aussi, si vous voulez une alimentation saine, si on veut produire en France, si on veut être fier de notre agriculture et produire en local, il va nous falloir des bras. Si vous avez des convictions pour avoir une agriculture saine, eh bien, allez travailler en agriculture. Parce qu'il y a quelque chose qui est contradictoire. Là. On ne peut pas avoir moins de bras en agriculture et produire sainement. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, c'est peut-être ce message-là qu'il faut faire passer. Et puis, ne pas mettre en comparaison. Est-ce que l'on peut comparer une grande école de commerce, une start-up et une vocation agricole ? Les deux ne sont pas incompatibles. Les deux peuvent même être complémentaires. Il y avoir des parcours. Il peut y avoir des relais, des passerelles. Et on peut très bien avoir fait une très grande école de commerce et créer une entreprise agricole. C'est pas ne pas mettre en concurrence. Ne pas dire il y a quelque chose qui est mieux là que d'autres. Et tout le monde ne pourra pas faire une très grande école de commerce. Tout le monde ne pourra pas créer sa start-up. Par contre, tout le monde a besoin de bien se nourrir, de bien s'alimenter et de produire et de contribuer à produire. Et encore une fois, du salarié de l'agriculture où il peut tout apprendre dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, quelle formation peut permettre à des jeunes d'apprendre dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, encore une fois, on a peut-être négligé tous ces métiers du manuel, du vivant. Aujourd'hui, je prends souvent, on va sortir du côté agricole, mais quand vous allez visiter un chantier naval réputé, vous découvrez que c'est l'entreprise qui met sa propre école de soudeur en place pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée.
et que notre système éducatif ne produit plus de soudeurs, on peut peut-être se poser des questions. On en produit, mais peut-être pas assez. Mais à un moment, donc, il faut ne pas mettre en comparaison, ne pas mettre en concurrence, surtout ne pas mettre en concurrence, apprendre à expliquer qu'on peut réussir dès le plus jeune âge dans les métiers du paysage. On commence très tôt et on peut très vite créer son entreprise. On peut très vite devenir son propre entrepreneur. Être agriculteur, c'est être son propre patron. Ce que tout le monde ne peut pas être. Tout le monde ne pourra pas être son propre patron. C'est un vrai choix de vie, c'est un choix de carrière, c'est un choix d'investissement. Et on peut le devenir peut-être après 20 ans dans une école de commerce ou dans la finance, dans une grande banque ou une compagnie d'assurance. Je crois que la jeune génération n'a pas envie d'être enfermée dans des cases. Et on a de plus en plus ce type de profil. Exactement. Moi, je connais un jeune fils de producteur de pommes qui a fait une très belle école de commerce. Mais je crois qu'il envisage plus tard de revenir en agriculture. Vous avez aussi des gens qui sont ingénieurs. Alors, je connaissais un ingénieur en port et il est devenu menuisier à 50 ans parce qu'il a envie d'autre chose. Donc, je pense que c'est aussi bon pour notre avenir de se dire qu'on aura peut-être des carrières plurielles et qu'à un moment donné, peut-être qu'on s'intéressera à l'agriculture. Simplement, il faut encore une fois que ce soit quand même rentable et que ça tienne la route. Et alors, dernier point très concret, est-ce que les établissements ont les moyens d'être à la pointe et sinon, qui doit les financer ? Alors, vous parlez des établissements agricoles ? Oui. Justement, il y a la difficulté sur les fermes d'exploitation de rentabilité. Je crois qu'il y en a peu de rentables. J'avais le chiffre de 50 sur 224 en 2023. Donc c'est assez peu. C'est compliqué. Donc est-ce qu'il faut forcément avoir l'objectif, on en parle avec le ministre Marc Fesneau, est-ce qu'il faut forcément avoir l'objectif de rentabilité sur les fermes d'exploitation de démonstration dans les lycées agricoles? C'est compliqué parce que ce sont encore une fois des fermes qui vont proposer ce qu'il y a de mieux en termes d'agriculture raisonnée. On voit que ce n'est pas toujours rentable. C'est peut-être là aussi on apprend aux jeunes la difficulté d'avoir un système. Il faut quand même qu'ils fassent leur choix, notamment en fonction de l'adaptation au changement climatique, les transitions. Alors on sait que tout ce qui est rotation des cultures, les sols, moins d'intrants, etc., moins de pesticides, bon, tout ça, ça va entrer quand même dans les mœurs parce que c'est l'époque qui veut ça et la société, c'est bien normal. Mais c'est vrai qu'on doit toujours partir quand même du système qu'aura l'agriculteur en main et comment lui, son système va être rentable. Et donc comment la ferme de démonstration dans les exploitations, si elle n'est pas rentable, c'est compliqué, quoi. C'est un vrai sujet. Ça montre peut-être aux jeunes que ce n'est pas toujours simple. C'est aussi des choix budgétaires, c'est-à-dire que pour préparer nos jeunes à leur avenir, il faut avoir toujours le matériel adapté. Or, on sait très vite que ça progresse très très vite. Que l'on parle des robots de traite, des salles de traite aujourd'hui, que l'on parle du matériel agricole. Aujourd'hui, on a des machines à vendanger dont la cabine de pilotage ressemble à une cabine de Rafale presque. Je veux dire, donc à un moment, sauf que ce sont des matériels très coûteux. Donc il faut pouvoir avoir des choix budgétaires permettant aux établissements d'acquérir ce type de machines. Des laboratoires d'analyse. On fait du fromage, il faut quand même passer par une analyse du lait, etc. Donc c'est un vrai problème. Je pense que c'est un moment où il faudra qu'on fasse un stop, quel que soit le ministère concerné, mais sur les choix budgétaires et les engagements budgétaires que l'on doit prendre pour permettre à nos lycées, et je pense que là on sort du côté agricole, pour permettre à tous les lycées professionnels de rester à la pointe pour bien former nos jeunes. Merci à tous les deux. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission. Avant de terminer, j'aimerais vous poser une dernière question. C'est la question flash. Nous avons parlé formation, attractivité, mais il y a aussi un enjeu social majeur. L'agriculture peut-elle devenir un levier massif de retour à l'emploi pour des publics éloignés du marché du travail ? Madame la députée. Bien évidemment, c'est la députée de la Mayenne qui vous parle, mais on a de l'emploi en agriculture et donc quand on a un problème de réinsertion, l'agriculture c'est une solution. On voit bien, d'ailleurs l'enseignement agricole accueille aussi des personnes en situation de handicap plus que l'enseignement technologique ou la voie générale. C'est là que vont les personnes en difficulté. Les personnes en réinsertion peuvent aussi trouver via les métiers de l'agriculture, un débouché. Et donc, bien évidemment que l'agriculture est une solution
il faut s'en servir. Nous, c'est le cas en Mayenne, dans les territoires agricoles. On sait déjà qu'on peut réinsérer les personnes. Je crois en plus qu'il est prouvé que la nature, c'est quand même très bon pour la santé. Et donc, parfois, des personnes qui ont des parcours compliqués, des problèmes de santé, ça peut être un bon tremplin que de retrouver le lien avec la nature, retrouver le plaisir de ces métiers-là. Et c'est vrai que c'est un moyen de rebondir aussi dans ces vies. J'en suis convaincu. Et la mutualité sociale agricole est un acteur de l'économie sociale et solidaire, avec des organismes comme l'Azer Emploi, qui font partie de l'offre de services de la mutualité sociale agricole, qui vont permettre l'insertion des entreprises à but d'emploi que nous soutenons, qui vont permettre de revenir au métier par l'agriculture, par le biais de nos ESAT également, puisque la MSA soutient des ESAT dans quelques secteurs de France. Et puis je crois beaucoup aux initiatives personnelles. J'ai en tête une jeune ingénieure qui a créé une école de la deuxième chance en Normandie qui s'appelle l'école des semeurs, qui va chercher des jeunes qui sont, je ne peux pas dire en rupture de banc, le terme est violent, mais qui étaient un peu perdus et qui leur remet le pied à l'étrier en leur faisant passer un CAP de vente, en allant faire cultiver leurs propres légumes. Donc à un moment, oui, on a un vrai coup à jouer sur l'insertion sociale, sur le partage des générations, parce qu'encore une fois, l'insertion va toucher à la fois des jeunes, mais des moins jeunes. Et une carrière est longue, et un accident de vie est toujours à portée, malheureusement. Donc oui, moi je crois profondément à l'insertion et au rôle de la mutualité sociale agricole dans cette économie sociale et solidaire. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Géraldine Bagné, nous suivrons attentivement les conclusions de la mission Flash et ses suites concrètes, donc dans le 3e plan pour enseigner à produire autrement, dit EPA3. François Serpeau, merci pour votre témoignage à la fois institutionnel et de terrain. C'était Conversation avec la MSA en partenariat avec Newstank Agro. Prochain rendez-vous à 11h30, la sécurité sociale face aux évolutions sociétales, démographiques et économiques. À tout à l'heure.